Bonjour à tous, je m'appelle Donovan, je suis accompagné d'Edouard. Nous sommes deux étudiants en génie électrique. Puis aujourd'hui, dans le cadre du cours de leadership climatique, accueillons Monsieur Gino Thibault, enseignant au Cégep de Jonquière ainsi que chargé de projet pour le Club Terre. Merci beaucoup, Monsieur Gino, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Comment allez-vous? Très, très bien. Ça me fait plaisir d'être avec vous, les gars, ce matin pour discuter de changement climatique, d'énergie renouvelable, de défis environnementaux. On est content d'entendre ça, monsieur. Puis on est content que vous aviez accepté parce que ça a quand même été dur de rejoindre des gens. Fait que, vous êtes quand même très, très gentils. Ça fait plaisir. Nous, dans le fond, on a une vingtaine de questions aujourd'hui pour vous. Et, on est au courant que vous n'êtes pas nécessairement pro en énergie renouvelable. Mais on le sait que vous êtes quand même un spécialiste dans ce qui est le rendement énergétique, puis aussi... tout ce qui est éolien, éolien, tout ça peut être intéressant d'avoir c'est votre pour ça avis. qu'aujourd'hui, on fait une interview avec vous, parce qu'on trouve que votre point de vue est très intéressant. On va commencer avec la première question. En tant que consommateur, utilisez-vous trop d'électricité, monsieur? Personnellement, c'est sûr que j'essaie de sensibiliser ma famille, justement, quand on part voir un spectacle ou peu importe. On laisse les lumières souvent ouvertes. Ouais. C'est sûr que les lumières, l'éclairage, c'est pas une grande capacité de consommation. Le point majeur, c'est vraiment le chauffage, qui représente environ 50 à 60 de notre énergie. Fait que c'est sûr qu'on essaie de moduler ça, justement, le plus possible pour diminuer notre consommation, mais aussi pour, comment je dirais ça, environnementalement parlant, essayer d'avoir le moins d'impact possible, tout le monde ensemble. Parce que la problématique, c'est la pointe. Mais je m'arrête là-dessus pour l'instant. Parfait. C'est bon. Avec votre réponse, là, est-ce que vous pensez que les Québécois consomment trop au Québec? Est-ce que vous pensez que la population consomme, mettons, comme vous, actuellement, mettons? Puisqu'on a, on a tellement d'énergie au Québec, est-ce que les Québécois en abusent peut-être trop de cet acquis qu'on a depuis toujours? Nous, ici, on est quand même chanceux d'avoir autant d'électricité. Là, fait que est-ce peut-être que les Québécois en abusent et on profite vraiment de ça comme si c'était quelque chose qu'on avait... C'est certain que l'indice tarifaire actuel favorise d'être énergivore. T'sais, on s'entend que quand le pétrole va monter, là, tu diminues tes voyagements, tu vas faire plus de covoiturage. C'est la même chose pour l'électricité. On a les tarifs les plus bas à travers la planète. Donc, c'est bien sûr que on a des habitudes de vie qui vont avec ça, mais je pense qu'on devient meilleur de plus en plus. Donc, en gros, le faible coût de l'électricité peut être l'enjeu le plus important par rapport à notre consommation. Oui, l'indice de prix, quand même, va refléter un peu, je dirais, les manières de consommer notre énergie. Mais de plus en plus, on intègre des nouveaux tarifs, qui sont les tarifs, je dirais, flex ou les tarifs dynamiques, pour justement essayer de ne pas tout consommer au même moment. Donc, au niveau de la pointe. Mm-hmm. Parce que c'est là qui est la criticité, dans le fond, de toutes nos productions d'énergie là, au niveau d'Hydro-Québec. Comme quand on dit qu'on ne faut pas décoller la vaisselle à cette heure-là, mettons, là. C'est ça que vous voulez dire? Exactement. Ouais. Est-ce qu'on est capable de déphaser soit avant la pointe ou après la pointe certaines activités électriques? Pour pas que tout marche en même temps, que l'énergie soit dispersée en même temps. Là. Exact. Ça coûte moins cher. Parce que l'architecture du réseau, elle est construite pour être capable de franchir cette pointe-là. Comme en janvier à Noël, où là, mettons qu'il y a moins 30, puis que tout le monde est ensemble pour la fête, bien, c'est sûr que là, il va y avoir un indice de pointe extrêmement important. Donc, on n'a pas le choix de construire l'infrastructure de production pour accoter cette pointe-là. OK. Mais le réseau est construit et fait en sorte qu'il est supposé faire pour ces pointes-là quand même à des points froids, moins 30, moins 40. Pour l'instant, on est capable. Okay. Mais si la population elle augmente, là, est-ce qu'on va être capable quand même de... on va falloir fournir encore plus. Est-ce que le réseau va être assez fort pour... Bien, on n'aura pas le choix d'avoir des nouveaux équipements avoir des avancées là, de production. Clairement. Il y a beaucoup dans les 10 prochaines années aussi, toute la réfection des centrales qui ont 40 ou 50 ans. On va venir les pimper, on va venir les améliorer au niveau du rendement énergétique. On va aller chercher quand même plusieurs mégawatts de plus, mais ça ne suffira pas. On va devoir continuer d'intégrer parce que la population augmente, la consommation augmente, on veut avoir de l'industrie qui vient s'installer ici. Il y a beaucoup de demandes, contrairement Oui.
à ce qu'on produit en termes d'électricité. Probablement que la demande augmente beaucoup plus vite. Là. J'ai pas les graphiques en avant de moi, mais c'est sûr que ce qui se passe aussi, c'est Au fil que... des années, il y a de plus en plus de gens. C'est sûr que la demande va augmenter. Là. Puis on n'est pas juste à la mode à cause, je dirais, de la beauté de notre pays, mais c'est par rapport au coût d'électricité. Ben là, les usines de Bitcoin, les usines de batteries, eux autres qui arrivent ici, c'est le jackpot. Ah oui. Rio Tinto paye l'énergie la moins chère au monde actuellement. On parle de 3 cents, 4 cents le kilowattheure. C'est du gros bonus. Alors, en plus de tout l'aspect que Rio Tinto, par exemple, va aussi produire de l'énergie au-dessus de 2000 mégawatts. Là. Donc, c'est quand même, encore là, très avantageux. Très avantageux. OK, fait que prochaine question. Quels sont les principaux domaines liés aux dépenses énergétiques? On a parlé un petit peu, là, si on fait une pointe de tarte, là, c'est sûr qu'au niveau résidentiel, c'est le chauffage qui est, dans le fond, l'élément le plus consommateur. C'est pour ça que l'avenue des thermopompes, là, c'est extrêmement intéressant. Tu as des ratios de 2 ou de 4 pour 1 entre ce que tu dépenses versus ce que tu consommes. Donc, en ce que tu... Fait que ça, la thermopompe au niveau chauffage, c'est intéressant. Le poêle à bois, c'est sûr, c'est intéressant. Le gaz propane, c'est intéressant. Donc, si on est capable de déplacer ce 60 % de chauffage dans des alternatives plus ou moins énergivores, mais ça devient quand même... Croyez-vous qu'on devrait baisser le prix des thermopompes? Bien, il y a déjà des subventions. Oui, parce que c'est quand même assez élevé, une thermopompe, là, au niveau monétaire, là, c'est quand même assez cher. Là. Je sais pas si vous avez quand même vu à peu près les prix, là, mais mettons une bonne thermopompe, mettons pour une maison ordinaire, c'est quand même... 3, 4, 5 000, dépendant si tu as minimum, une c'est tête ou deux l'installation. têtes. Là. Fait que tu sais, c'est quand même de l'argent. Oui. Mais tu vois, moi, j'ai une vieille maison centenaire, en tout cas. On a un système, OK, on a une bouilloire électrique. Bouilloire électrique où tu as un breaker 125 ampères quand mon système décolle. OK. T'sais. Tandis qu'une thermopompe, ça va avoir un breaker 15 ampères ou 20 ampères versus mon 125 ampères. On parle pas de la même game pantoute. Non. Fait que je pense qu'Hydro-Québec font beaucoup de promotions pour encourager des gestes qui sont moins énergivores, le chauffage, etc. Comme, mettons, ils donnent des primes pour les chauffe-eau. Aussi. Ouais. Ben, il y a plein de... comment dire, d'électroménagers où est-ce qu'il y a des rabais, là. C'est vrai. Ben, pour faire attention aussi à l'énergie qu'on dépense, pas qu'il y ait des... Ben, pour que ça incite les gens à acheter des trucs plus récents. Là. Oui. C'est un travail d'équipe. Hein? Ouais. Si tout le monde fait son petit bout de chemin, incluant les industries, petites, moyennes ou grandes, ben c'est sûr qu'en bout de course, on va diminuer, si on peut dire, le ratio par personne de consommation. Puis, vous, est-ce que vous considérez que c'est important de réduire notre consommation? Oui. Je pense qu'il faut voir ça comme on parle de l'or bleu, là, mais là, on a de l'eau potable, on a de la bonne électricité, mais tu sais, oui, il faut faire attention à ça. Il faut comprendre que même si c'est pas cher, ben, la lumière t'as à faire, la lumière t'as à dîme. Tu sais, des fois, on va avoir beaucoup d'éclairage public, ou même des fois sur nos terrains, qui sont énormes. En plus de la pollution lumineuse, je ne rentrais pas là-dedans, mais c'est pas nécessairement, en tout cas, positif pour la consommation. Parfait. Puis là, on parle d'ici au Québec, notre électricité est super, hydroélectricité éolienne, ce qui est quand même une électricité très propre. Mais que pensez, est-ce qu'il y a des problèmes liés à l'électricité faite au charbon ou au nucléaire produite, exemple, aux États-Unis? C'est quoi les problèmes là, qui pourraient être liés à ça? Bien, c'est sûr que je ne suis pas spécialiste du charbon, mais c'est sûr que tout ce qui est cogénération, que ce soit à base de charbon, gaz naturel, même le nucléaire, il y en a. Hein. Quand on regarde les différents types de production d'énergie aux États, bien, c'est sûr que ces énergies-là, bien, c'est pas des énergies qui sont nobles. T'sais. Mais là-bas, c'est ça qu'ils ont. Ici, on est 98 % hydroélectrique. Puis par rapport au vent dominant, bien, c'est sûr que toutes ces pollutions-là, même si on est de moins en moins polluant par rapport aux cheminées ou aux émanations de ces types de production-là fossiles, bien, ça reste quand même que ça vient vers chez nous, les polluants. Ouais. Donc, par rapport au vent dominant. Là. Mais eux aussi sont en train de coupler de l'éolien, sont en train de coupler du solaire. Je pense qu'il y a un effort planétaire là,
pour intégrer de plus en plus toutes les énergies vertes. Est-ce que vous pensez que le mode de vie des Américains est en lien justement avec ce mode de production-là? C'est plus cher aux États. T'sais. À New York, là, on paye. Ici, mettons, avec les taxes, là, on va tourner autour de, mettons, 10 cents. On va faire un chiffron là, pour 1 kilowatt. Yep. Pendant 1 heure, ça va te coûter 10 cents pour 1 000 watts. Ben, là-bas, c'est 40 cents, c'est 50 cents. Non, plus élevé. Donc, on parle de 4, 5, 6 fois plus dépendant des États. Puis c'est une énergie. Donc, c'est sûr que là, à ce moment-là, ça change la donne. Donc, eux ont beaucoup plus de consommation. En tout cas, surtout dans... On peut dire vers le sud, là. Il fait plus chaud, donc ils doivent climatiser. Là. Ouais. Non, c'est clair. Donc, c'est quand même pas donné climatiser à 50 cents le kilowatt. Puis c'est une énergie qui est très polluante et pour le réchauffement climatique, là, je pense pas que le charbon, ça soit extrêmement bon aussi. Non. Mais on a des nouvelles technologies de filtration, des émanations, Comme, des nouvelles combustions. Tout est meilleur. Mhm. Mais tu sais, il n'y a jamais d'énergie parfaite. Non. Tu sais, ici, on a renaché beaucoup de barrages. C'est sûr que c'est plaisant. C'est une belle figure de dire qu'on est 98% hydroélectricité, mais c'est pas parfait, là. Non, c'est pas Il y parfait. a toujours deux côtés de la médaille. Comme j'ai vu que le président Joe Biden voulait mettre des capteurs de CO2 pour emprisonner le CO2 qui sortait des usines de charbon, justement. Je sais pas si vous en avez entendu parler un peu ou vous êtes au courant, là, mais est-ce que ça pourrait être une bonne idée sans, exemple, tout défaire les usines de charbon, de quelque chose qui pourrait capter le CO2 dégagé? Est-ce que ça pourrait être intéressant au long terme ou c'est vraiment une solution qui, à court terme, peut être intéressante, mais il va falloir changer ça, là? C'est-tu vraiment efficace? Est-ce que c'est plus un pourparler de je vais faire ça? Une façon de peut-être au niveau attirer les votes, parce qu'on sait que récemment, il y a eu des élections, Ouais. mais je suis pas connaissant dans ce domaine-là. Malheureusement, je peux pas vous... Non, c'est bien correct. Mais Ouais, j'avais je entendu comprends. parler de ça, fait que je me demandais si peut-être ça pourrait être une autre solution qui aurait pu être intéressante. Mais tu sais, il n'avait pas développé le sujet non plus sur qu'est-ce qu'allait être ce Ok. projet-là, fait que j'avais pas plus d'informations que ça non plus là, là-dessus. Mais maintenant, je me demandais, est-ce que le rendement d'une éolienne, comme on les connaît aujourd'hui, est vraiment efficace? Est-ce que ça vaut la peine, les éoliennes, en 2024? Ben, moi, je pense que dans le cocktail énergétique, c'est important d'avoir différentes sources de production d'énergie. L'éolienne, il faut comprendre qu'elle va aller chercher un maximum de 60 entre l'énergie cinétique, mécanique, convertie en électricité, ce qui est quand même très intéressant. Mais la limite réelle, ça va tourner plus autour de 40 Ok. c'est dans un design là, actuel. Donc oui, moi je pense que le couplage éolien, hydro, éventuellement plus de solaire, est une belle façon, je pense, de sécuriser l'approvisionnement énergétique du Québec. Puis ouais, vas-y. Mettons, là, est-ce que vous considérez que d'avoir rien que, mettons, une éolienne, là, est-ce que c'est assez ou bien on est mieux d'en avoir 2, 3 à côté, là, dépendant des vents, là, je veux dire, là, mais est-ce que c'est mieux d'en construire juste une ou bien d'en avoir plusieurs, d'avoir plus un parc éolien, si on veut? C'est sûr qu'un parc éolien va revenir moins cher, va aussi créer de l'emploi, puis plus les machines sont grosses, ben plus c'est rentable, tout ça. Mais c'est sûr que ça prend plus d'espace. Mhm. Tu sais, puis tu vas être capable de les installer, si on peut dire, dans les spots qui sont les plus productifs. Donc, il va y avoir des analyses de vent, puis ça va permettre de les positionner stratégiquement. Ok. Pour pas qu'ils se nuisent entre eux autres aussi, mais pour qu'ils captent les meilleurs vents sur les futurs sites ou sur les sites de production d'énergie éolienne. Parfait. On a une autre question pour vous. Quels sont les bienfaits environnementaux liés aux éoliennes? Bien, les bienfaits environnementaux, c'est une bonne question. Encore là, il y a deux côtés de la médaille. Tu sais, il y a beaucoup de structures civiles. Tu sais, c'est gros là, facilement comme un salage de maison. Là, si on parle Ok. d'une grosse éolienne de 2 mégawatts, là, et même plus. Ok. Fait que, tu sais, de plus en plus, on parle d'analyse de cycle de vie. Tu sais. Ça veut dire que dans ton design, mais tu dois te soucier aussi de la fin de vie de tes équipements ou de la pérennité aussi de tes équipements. On est rendu qu'on va produire ou manufacturer des panneaux solaires avec 40 ans de durée de vie de performance. On est rendu là. Moi, je pense qu'il faut avoir une durée de vie qui est 40 ans minimum.
OK. Les éoliennes, pour l'instant, c'est 20 ans. Après 20 ans, tu vas faire un recommissioning. Mais est-ce que tu vas être capable de garder la même tour? Ils sont en train d'évaluer ça. Puisque Ça, mécaniquement, physiquement, elle va être capable de t'offrir un autre 20 ans. Ben, ça va être important parce que c'est important, là. C'est un élément clé, je veux dire, la tour. Puis, mettons, là, acheter une éolienne, là, est-ce que c'est dispendieux? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup, sachant que on n'est pas la population avec le moins de dettes, là, mettons, là? On est quand même endetté un peu au Québec, là. Bien, il faut trouver une source, de toute façon, de production d'énergie, tu sais. Puis c'est sûr que l'intégration de l'énergie éolienne, elle va se faire beaucoup plus rapidement qu'un barrage hydroélectrique. Il y a aussi que les éoliennes, comment je dirais ça? Les éoliennes... Rappelle-moi ta question, excuse-moi, j'ai comme échappé le fil. Est-ce que ça coûte cher d'acheter une éolienne? Oui. Bien, les ratios, là, c'est à peu près 3 millions du mégawatt. Donc, c'est environ 6 millions pour ceux dans le parc des Laurentides par machine. OK. Donc, pour un grand parc comme ça, où tu en as 175, là, on a calculé là, le payback, ou le retour sur investissement, c'est environ 10 ans. OK. Ça veut dire que tu as 10 ans où tu payes ta dette, puis tu as 10 ans où tu fais de l'argent. Puis, vous nous disiez que, mettons, une éolienne, en ce moment, c'est 20 ans là, de durée de vie. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de rentrer dans son argent pendant 10 ans, mais après ça, les équipements, dans le fond, sont 18, si je comprends bien. Puis, si on jette, mettons, l'équipement, il va où, tu sais? Ça va être Ben, de la pollution, probablement. Hein? Moi, je pense qu'il faut penser à ça au Penser à début du l'environnement, projet. ouais. Puis pour ça que moi, je mettrais des nouvelles normes au niveau de la durée de vie des équipements. OK. Dollarama, t'en veux pas. Tu veux des éléments qui vont pérenniser dans le temps, justement, parce que tu veux te soucier du cycle de vie de ces équipements-là. Fait que, est-ce qu'ils vont être obligés de rebobiner la machine? Est-ce qu'ils vont être obligés... C'est tout ça qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, je parle avec un chef de projet actuellement qui est en train de se pencher là-dessus. Parce que ça arrive vite, c'est déjà dans 8 ans. Oui. S'ils veulent être prêts, bien, c'est ça. Il faut qu'ils fassent des analyses. Il faut qu'ils réinstrumentent les tours pour s'assurer qu'ils vont être capables de faire un autre 20 ans. Il y a toute la nacelle aussi, le cockpit en haut, les pales. Donc, il y a un très grand défi de durée de vie puis de pérennité de ces équipements-là, parce que 20 ans, c'est pas long. Parce que oui, on parle des éoliennes maintenant dans ce cas-là, mais c'est pas mal le cas dans pas mal tous les équipements, là, je pense, là, un peu partout. Là. Souvent, c'est pas fait le plus durable possible. Puis aussi, ça reste que à la fin de leur vie, ça devient de la pollution au final. Là. Ben oui, puis c'est pas ça qu'on veut. Non. Est-ce qu'on pense trop de devoir changer aujourd'hui, puis on oublie peut-être à long terme ce qui peut être bon, puis on veut tout faire aujourd'hui pour essayer de se sauver, mais peut-être qu'au long terme, finalement, on va se tirer dans le pied. On va se faire rattraper. Moi, je pense que Il il y a des chances que si on voit pas l'équation dans sa globalité, on se fasse pincer. T'as bien raison, tu sais. Des fois, c'est bien simple. Moi, j'ai construit mon chalet, là, 15 ans. Il y en a qui disaient « Hey, tu devrais mettre des fenêtres usagées, Gino. » Et ma bâtisse était neuve. Ouais. Mais là, 15 ans, là, ça va vite, là. Oui. Je serais déjà en train de recommencer. J'irais à mon chalet. Je serais toujours en train de travailler. Mais là, c'est pas le cas. J'ai mis de la qualité. J'ai mis une bonne pente, une bonne toiture en aluminium, en acier, peu importe, en tôle, avec des bons débats. Je me suis soucié du design. J'ai pris le temps de l'analyser, la pérennité. Donc, La longévité justement. Ça, vous avez pris le temps de faire attention pour que ça dure le plus longtemps possible, sans avoir, exemple, à rejouer là-dedans. Vu que c'est un chalet, vous ne devez pas vouloir mettre énormément de temps, donc peut-être plus cher un petit peu, mais sur le long terme, quelque chose qui va être beaucoup plus efficace. Des fois, c'est pas si moins cher que ça. C'est juste que le temps que tu penses à faire le petit détail de raffinement, lui, il vaut la peine, parce que ça, c'est juste du thinking. Là. C'est là que ça se passe. Là. C'est important de mettre des matériaux durables là, dès le départ, parce que si, mettons, on n'en met pas dès le départ, au final, il va falloir le changer. Là. Tu veux pas ça. Dans une éventualité quand même assez proche. Exact. Je pense que c'est super important dans n'importe quoi dans la vie, là, de prendre quelque chose de durable à la place. Mettons, comme vous disiez, quelque chose qui vient du Dollarama, si on veut. Là. J'ai une autre question pour vous. Est-ce qu'un gros projet d'éolienne comme celui de l'Adoré aura des effets bénéfiques sur la planète à long terme?
Ben, sur la planète, c'est peut-être un peu poussé, mais c'est sûr qu'au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, c'est sûr que ça va renforcer la stabilité du réseau Hydro-Québec. On parlait quand même d'un projet assez énorme, là. Si ça va à son plein potentiel, de 1000 MW, ce serait un des plus gros parcs, ou le plus gros parc au Canada. Présentement, c'est celui dans le parc des Laurentides qui est le plus gros au Canada. On parle de 350 mégawatts. Puis là, on parle du triple. Triplerait, là. C'est énorme. OK. Puis justement, là, à la Dorie, ils font ce gros parc-là, mais comment ils font pour choisir où produire le parc éolien sans nécessairement causer de la déforestation ou créer un autre problème environnemental, dans le fond, là? Parce que si je pose des éoliennes, mais je coupe la moitié d'une forêt, peut-être que finalement, ça va bien paraître peut-être au niveau public, mais finalement, le rendement, il sera peut-être pas mieux au bout de la ligne. Le rendement global, encore là, c'est très délicat tout ça, là. Mais c'est sûr que la première chose qu'ils font, c'est qu'ils installent des mâts météo à différents endroits sur le territoire. C'est sûr qu'il faut que tu aies déjà des accès naturels, j'imagine, qui te permettent de chevaucher tes mâts météorologiques. À partir de là, il y a l'analyse des vents qui sont faits. Puis pour déterminer c'est où les 200 ou les 300 machines qui vont être installées. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des nouvelles routes. C'est sûr qu'il va y avoir des arbres qui ne seront plus là. En même temps, on fait des coupes, là. Peut-être que ces coupes-là, on les remplacera par des coupes qui seront plus près des nouveaux sites d'éoliennes. Et je pense qu'il y a des formules gagnantes qu'il faut trouver. Mais tout là est encore là, c'est de l'analyse. Puis il faut prendre le temps de bien faire les choses. Pensez-vous qu'ils pensent vraiment à l'environnement quand ils font ces projets-là? C'est 100% économique au final de Moi, je faire pense ça? qu'ils n'ont pas le choix de se soucier de l'environnement parce que tu as des variables là, à cocher. Tu as des éléments, des paramètres à respecter. X, Y, Z, je ne les connais pas, mais il y a des grilles de développement durable de plus en plus qui sont imposées à ces projets-là pour respecter l'environnement. Ça inclut les oiseaux, les poissons, etc., là, la régénération, les types d'espèces d'arbres. De plus en plus, on n'a pas le choix. On veut faire une solution clé en main, pour que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui. C'est ce qu'on vise en 2025. Puis là, tantôt, on parlait justement là, des heures de pointe, mais en vrai, c'est quoi pourquoi c'est important de réduire, exemple, sur les heures de pointe pour pas aller chercher le gros pic de demande, là, comme avec les lave-vaisselle, comme on parlait tantôt? Ouais. C'est quoi d'après vous autres? Pourquoi que ce fameux pic-là, on veut le réduire? T'sais? Pour pas utiliser toute l'électricité ou l'énergie qu'on est capable de déduire, puis c'est là que ils seront plus capables de nous en donner assez, puis je sais que... C'est ça. Fait que c'est sûr qu'on a un intérêt, de dire la pointe, là, est capable d'être cotée, je pense qu'elle est autour actuellement de 46 mégawatts. OK. T'sais. Mais là, si t'étais 42 mégawatts, t'as juste 4 mégawatts de lousse, là. T'sais. Fait qu'eux autres, là, ils ont des contingences, ils ont des calculs, là, qui définissent qu'avec l'augmentation de la population, l'augmentation du marché, etc., là, on se rapproche du maximum qu'on peut donner à notre population. Donc, à ce moment-là, on n'a pas le choix de reconstruire des nouvelles infrastructures de production. C'est pour ça que là, il va y avoir plus d'éolien, de solaire, etc., plus toute la sensibilité par rapport à l'efficacité énergétique ou à la diminution de notre consommation aux heures de pointe. Puis justement, par rapport au solaire, là, le solaire, ça représente à peu près 0,01% de notre électricité au Québec. Mais qu'est-ce que vous pensez un peu là, du solaire? On n'en parlera pas beaucoup, mais en gros, est-ce que ça peut être quelque chose à exploiter aussi au long terme avec les éoliennes ou qui pourrait être intéressant? Est-ce que c'est une solution à notre problème? Ça, c'est sûr. C'est sûr que nous, on est quand même assez, je dirais, bien nantis là, par rapport à l'ensoleillement au Québec. On a une capacité de 1100 kWh par kilowatt installé. OK. Donc, si tu compares, là, t'es meilleur qu'à Paris, puis t'es meilleur qu'à bien des places à travers la planète, là. J'ai pas le tableau ici, là, mais on a tout le potentiel pour profiter de l'énergie solaire, photovoltaïque, mais surtout l'énergie solaire passive. Okay. Ça veut dire que les nouveaux quartiers, là, ça devrait plus exister des quartiers où tu mets les maisons un peu n'importe comment. Tu sais, il y a une orientation où tu devrais profiter du sud ou de l'est, mais tu devrais avoir de la fenestration sur les sweet spots, puis tu devrais avoir un petit peu d'accumulation thermique dans ta maison.
Puis tous ces paramétrages-là, là, dans un design de nouvelle maison, ça devrait être obligatoire. T'sais, on n'en veut pas là, des affaires qui sont mal faites. Parce que là, tu as un gain tout de suite en partant sur ta consommation pour toute ta vie. C'est une énergie qui est très, très, très propre aussi. Là. Fait que c'est sûr que ça, pour la planète, c'est facile. C'est facile à gagner, mais il faut qu'elle soit bien positionnée. Ouais. Ça demande des rues qui ne sont pas nécessairement dans le sens qu'il va falloir l'installer, la nouvelle rue. C'est de prendre le temps de penser aussi. Dans le tout est dans le thinking, tu sais. Mais si on était capable de mieux s'organiser au niveau de l'urbanisation, moi, je pense qu'on aurait un gros gain. Non, c'est clair. Puis il y a des nouvelles infrastructures aussi maintenant, des fois, de mini-quartiers qui sont communes au niveau du chauffage, par exemple. Donc là, il y a des fois, c'est des chauffages au granule, des fois, il y a des chauffages... En tout cas, il y a plein d'options qui pourraient être, je dirais, intégrées dans les nouvelles résidences. C'est intéressant. Puis, sachant que l'objectif pour 2035, là, c'est de rendre le parc automobile 100% électrique, est-ce que vous pensez que le Québec va être capable... parce on sait que probablement que quand les gens vont rentrer du travail, ils vont tous se mettre à charger leur voiture. Est-ce qu'on va être capable d'encaisser tout ça ou est-ce qu'on sera pas... Vous pensez qu'on sera pas prêt à accueillir autant de voitures électriques en même temps? C'est sûr que ça va être un gros défi de pointe. Fait qu'on va être obligé de déphaser notre consommation, avant ou après la pointe. Mais ce que je pense qui va arriver, c'est qu'il va se créer des micro-réseaux. Des micro-réseaux de parcs solaires avec des banques de batteries qui vont être dans des quartiers stratégiques et que momentanément, ils vont venir aider le réseau, dans le fond, à passer la pointe. OK. Mais ça, il va falloir qu'il y ait des endroits stratégiques pour ces genres de parcs de production d'énergie-là. Puis on a toutes les usines aussi maintenant, les nouveaux centres de données là, ou de Bitcoin. Là. C'est comme à l'Adoré, il y en a un nouveau présentement qui est en train de s'intégrer. Là. OK. Ils sont pas là pour le fun. Là. Ils sont là parce qu'ils ont les tarifs les plus bas sur la planète. Parce que des Bitcoins, moi, j'entends pas parler. Là. Vous autres? Non. Vous connaissez tout ça? On sait c'est quoi, là, mais c'est de la monnaie en ligne, là, si on veut. Là. Fait que ça, c'est beaucoup d'ordinateurs qui chauffent. Fait qu'il faut tout, si on peut dire, sortir c'est quand ce même charleur-là. dispendieux, là, quand même. Là. Si on rentre de miner des bitcoins, là, c'est quand même dispendieux. Là. Oui. Puis, c'est sûr que si l'électricité leur coûte rien, au final, c'est avantageux. Là. Parce que je sais que si, mettons, quelqu'un le fait dans son appartement, mettons, si son ordi il run 100% du temps, là, puis qu'il chauffe au max tout le temps, là, c'est sûr que ça doit coûter beaucoup plus cher là, au final. Là, si, mettons, vous faites, je sais pas, fois 20, fois 30, qu'est-ce que ça y coûte, là? Mettons, moi, je sais pas, le monsieur, il a 30 ordi. Ça doit être moins cher, probablement, là. Ça y coûte moins cher. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pense. Puis on parle beaucoup de plus en plus de valorisation des rejets thermiques. Ça veut dire que les usines, ils ont un gros potentiel de valoriser le thermique qui est perdu, dans le fond. Fait que comment est-ce qu'on peut le valoriser? Bien, comme le centre de données ou de Bitcoin là, à l'Adoré, eux autres, ils vont valoriser toute la surchauffe de ces serveurs-là. Ils vont l'extraire, puis ils vont valoriser ça par une serre, par exemple, à l'extérieur du bâtiment. Donc, on parle d'économie circulaire. Tu sais, il va y avoir des nouvelles tendances sur le marché. Là. C'est bien sûr, mais avec l'avenue des véhicules électriques, ben c'est sûr qu'on va avoir un gros défi. Il va y avoir des nouveautés parce qu'on n'aura pas le choix. Parce que peut-être que même les véhicules aussi, ils peuvent nous aider à passer la pointe. Donc, ils pourraient venir, s'il reste un petit pourcentage de disponible dans la batterie, ben on viendrait s'aider par notre véhicule ou par un micro-réseau. Mais il va y avoir des nouvelles manières de faire parce que c'est sûr qu'en 2035, ça arrive vite. Donc, en ce moment, je comprends, on est un peu dans une période où il faut vraiment réfléchir à tout ça, puis c'est important de penser justement au long terme, puis c'est vraiment réfléchir à qu'est-ce qui va être le meilleur pour la planète ou le réchauffement climatique sur le long terme, puis quelles solutions pourraient être les meilleures. Oui. Puis vous autres, ben, vous êtes nos futurs techniciens. Fait que, tu sais, vous avez tous les éléments clés, là, tu sais, pour être capable de, justement, intégrer ces idées-là dans une meilleure façon de faire les choses. Aussi sensibiliser les gens qui sont pas vraiment au courant ou ben, qui mettent pas vraiment de l'avant l'énergie renouvelable. Ouais. Parce que d'après moi, on en parle à la plupart de la population, probablement qui sont pas vraiment renseignés par rapport à ça. Là. Vous pensez? Ben, c'est sûr que plus ça va, plus on essaie, mais je suis convaincu quand même qu'il doit y avoir des gens qui
ou savent le nom, comme on parlait de Bitcoin tantôt. Ouais. On sait c'est quoi, mais d'où ça provient, vraiment, d'où ça vient, Ouais. qu'est-ce que ça produit, est-ce que c'est vraiment si bon que ça, ou bien, comme les éoliennes, est-ce que c'est si bon, ça coûte cher, là vous m'avez parlé de 20 ans, puis du problème d'après, même moi, je savais pas qu'une éolienne, ça avait 20 ans de vie, qu'après ça, ça pouvait créer d'autres problèmes aussi, fait que je pense que probablement que des gens qui sont pas nécessairement dans le domaine ou proches de ça, pourraient quand même pas être si informés, savoir, mais sans en être réellement conscient peut-être. Comme les véhicules électriques, je comprends pas qu'on vise des grandes autonomies. Donc, on vise des 400, des 500, des 600 km. Toi, t'en fais souvent des 500 km par année? Ben, pas d'un coup, là, pas d'une traite, là, certainement. Là. On s'entend? C'est Moi, je plus vais une fois à Montréal par là. année. Si je suis chanceux, moi, y aller 2 fois. Tu sais? Mais là, finalement, moi, je pense que si on avait une banque de batterie plus de 100 km, là, Ah, comme les hybrides, mettons. les hybrides, c'est sûr que c'est la clé. Tu sais? Fait que tu profites de ta batterie pour 90% de tes commissions puis ton D2D, mais quand tu fais un petit voyage plus long, ben, ça te coûte un petit peu d'argent, c'est bien normal que tu mettes un petit 25$ pour aller à Québec, puis c'est pas grave. Mais ça t'en coûtera pas 200$ à aller à Québec. Puis si tu fais un arrêt d'étape, tu peux tout de même te recharger pour Ouais, c'est finir ça. aussi sans... Moi, je trouve qu'on veut le beurre et l'argent du beurre. Puis les manufacturiers, en tout cas, puis avec 400-500 km d'autonomie, c'est beaucoup de poids aussi sur le véhicule. Donc, c'est beaucoup de lourd, les poids, batteries. ben, il faut que tu le transportes tout ça. là. Fait que Fait moi, que- je pense que la clé, c'est pas dans le 500 km. Mais je comprends pas qu'actuellement, c'est ça qu'on déploie sur le marché. Peut-être qu'on serait mieux de commencer avec, comme vous disiez, peut-être un peu plus d'hybride avec moins d'autonomie de batterie, Ouais. mais d'en profiter, exemple, régionalement, je vais aller faire mes commissions, je vais aller au Super C, je vais aller au centre d'achat à Chicoutimi, puis je vais profiter de ma batterie. Puis si jamais j'ai un long trajet à faire, comme vous dites, aller à Montréal ou dans ce coin-là, ben, tu sais, je dépenserai un petit peu d'argent, je mettrai un petit peu d'essence, mais ça va quand même être bénéficiant pour la planète parce que sur les courts trajets, je ne vais pas polluer. Ben, 90% du temps, tu ne pollueras plus. Puis ça te coûtera plus C'est vrai. d'argent. Donc, moi, je pense que la clé est là, mais il n'y a pas tant de manufacturiers qui en font du 100 km. On comprend qu'elle va perdre au moins un 30-40% l'hiver à cause du chauffage et de ses propriétés. Donc, je pense que, tu sais, 120, 125, là, puis je suis pas un spécialiste de ça, mais j'imagine qu'il pourrait avoir des recettes qui sont plus gagnantes sur toute la ligne. Ah non, c'est clair. Parce que, tu sais, tu vas arriver chez vous, là, tu veux charger ta banque de 500 km. Ben là, elle est plus dure à C'est quand charger même aussi, quelque là. chose, ouais. Tu sais, je comprends qu'il y en a qui vont voyager 3 semaines à Québec, ça, c'est une autre affaire. Mais c'est combien de pourcentage du monde qui font ces longs kilométrages-là, en tout cas. C'est vrai. Mais même si on a un 125 km d'électrique en partant, c'est quand même déjà ça de moins Ouais. dans l'atmosphère. Moi, je trouve qu'on va trop vite dans la grande autonomie. Peut-être qu'on va se perdre là-dedans trop vite, puis à un moment donné, ça va peut-être créer d'autres problèmes. C'est ce que On vous essaie pensez de un trop peu aussi. avancer rapidement, là, probablement. là. Parce que, tu sais, on ne connaît pas encore là, c'est toujours la question après, qu'est-ce que je fais? La durée de vie de ma batterie, c'est combien? Puis qu'est-ce que je vais faire après qu'elle soit terminée? Je suis capable Là, de c'est le recycler, gros de problème. redonner une deuxième vie, Ouais. etc. Là, tu sais, là, on connaît pas ça, puis on construit des batteries, mon ami, à fond la caisse. On a une autre question pour vous. Quels sont les avantages pour le Québec d'être le principal exportateur d'hydroélectricité en Amérique du Nord? Ben, c'est sûr que c'est une question pécuniaire, là, une question de rentabilité pour Hydro-Québec. Tu sais. Ouais. Dans les milliards de dollars qu'ils font par année. Tu sais, donc, toutes les cogénérations, ça, c'est des machines que tu ne peux pas arrêter genre instantanément. Ben, tu peux le faire, mais la repartir, ça va prendre au-dessus de 2-3 ans. OK. Donc, que ce soit charbon, nucléaire, etc., gaz naturel. Donc, toutes des productions, dans le fond, fossiles qui sont plus difficiles à moduler. OK. Donc, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent le jour de l'électricité Hydro-Québec pour justement, encore là, franchir le pointe. Parce que des fois, ils sont pas capables, avec leurs infrastructures, d'accoter la pointe. Et la nuit, vu qu'ils consomment pas et qu'ils veulent pas les arrêter, les machines, bien, ils nous la vendent pas cher. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va dans les deux sens. Ils profitent de nous autres, mais on profite d'eux autres. Ah oui. Puis la nuit, ben, c'est de l'eau même si on consomme moins que 46 mégawatts qui est notre pointe, on en consomme tout de même au moins 50 %.
Donc, à ce moment-là, ben, ça fait que nos réservoirs d'eau, ben, on n'a pas besoin de turbiner cette eau-là. T'sais. Donc, je pense que c'est ça, c'est gagnant-gagnant pour Hydro-Québec, plus tous les profits qu'ils font, parce qu'eux autres, quand ils la vendent aux États durant la pointe, là, ils sont capables de la vendre extrêmement cher. Oui, Puis on le sait que là-bas, c'est 50 cents le kilowattheure. ouais. Beaucoup plus cher. Fait que c'est ça, c'est très rentable. Une autre question pour vous. Est-ce que ce serait possible d'exporter de l'électricité encore plus loin pour diminuer les GES sur la côte ouest des États-Unis ou au Mexique, par exemple? Je penserais pas. Ben, je dis pas. Tout est possible, là. Mais il faut que tu sois capable de passer ces lignes de transport. Là, t'sais. On parle souvent de longues distances de 735 000 volts. Donc, c'est quand même pas donné de construire des lignes comme ça. On voit un peu aussi l'envergure que ça prend sur un terrain. Là. Ouais. Ça prend quand même l'équivalent de 2 terrains de football là, pour passer une ligne triphasée à 735 kV. Qui peut passer quand même pas tant de mégawatts que ça. Ok. Une ligne de transport, c'est 2000 mégawatts. OK. Parce que là, je sais que Hydro-Québec exporte jusqu'en Ontario, en Nouvelle-Angleterre, puis dans l'État de New York aussi récemment, qui a été Oui. un contrat qui a été signé. Donc, tu sais, on est quand même déjà rendu loin, fait que c'est pour ça qu'on se demandait peut-être qu'encore là, quand on va être capable de produire encore plus d'électricité, Ouais. peut-être qu'on serait capable d'aider encore plus pour la C'est planète, sûr. pour la planète, parce que les Américains sont quand même des grands consommateurs aussi, je pense, aux États-Unis. Là. C'est clair. Mais on va être, je dirais que présentement, on est au maximum qu'on peut transiter parce qu'on passe par une ligne qui est DC. Donc, l'énergie qui est transitée aux États est à 450 kV DC. À part la baie James, elle s'en va justement là, dans un site d'interconnexion state. Après ça, elle est retransformée en AC. Donc, Ok. à un moment donné, il y a un maximum d'énergie que tu peux transiter par rapport au calibre D'avoir des pertes de aussi. tes fils. Ben, il y a toujours des pertes, mais il y en a moins en DC. Ok. Mais il faut faire une analyse économique OK. au complet pour être capable de dire ben, ça vaut-il la peine de le vendre tant de mégawatts jusqu'à tel secteur ou tel État. Ouais. Il faut qu'il y ait des ententes sur une longue durée aussi. Puis là, tantôt, tu sais, on parlait des gens qui a beaucoup plus de demandes, là. Puis dans le fond, Hydro-Québec ont calculé que entre 2023 et 2032, il y aurait besoin de plus 24,8 térawattheures de plus Combien? au Québec. Plus 24,8 térawattheures. OK. Donc, je me demandais, là, c'est quoi qui représente cette forte hausse pour le Québec? Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que, au long terme, c'est sûr qu'on développe toujours pas des nouvelles énergies, là, mais des nouvelles façons ben, pour plus produire, justement, peut-être avec des nouveaux parcs, du solaire, des nouveaux barrages, quoique nos cours d'eau doivent être pas mal tous utilisés. Là. C'est une bonne question. J'aurais aimé ça lire le plan stratégique au complet. J'ai pas eu le temps, mais Ah, y a pas de c'est sûr que l'augmentation est sûrement pas juste due à l'augmentation de la population. Ouais. Y a-t-il des nouvelles industries qui vont s'installer? Bref, s'il y a une prédiction, ben c'est sûr qu'on n'a Ouais, pas le choix c'est de... une estimation d'Hydro-Québec. Là, je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle représente, justement, là, ou si c'est des nouvelles industries. Est-ce qu'ils prennent juste en compte, justement, peut-être avec, ben là, peut-être pas l'arrivée de plus en plus de voitures électriques, ou ils font une moyenne, peut-être, de la consommation des gens aujourd'hui, là, mais ça peut être peut-être encore plus aussi que ça s'il y a beaucoup d'industries qui demandent plus. Là. C'est intéressant, il faudrait fouiller, mais c'est sûr qu'on n'aura pas le choix d'augmenter notre parc de production et en même temps essayer de diminuer le plus possible la nôtre. OK. Puis ça inclut les grandes industries. Hein, eux autres aussi en font des efforts. Mais tu sais, on comprend que Rio Tinto est ici avec ses nouvelles salles de cuve à 600 000 ampères. L'aluminium vert aussi. C'est l'aluminium vert, c'est de toute beauté pour eux autres parce qu'ils en ont du courant. Là. Ouais. Ils ont de la qualité. Fait que ça fait du bon matériel, ça fait du bon produit. Tu sais. Non, c'est clair. Mais c'est ça. C'est un travail d'équipe. Ouais. Il va falloir que tout le monde travaille dans le même sens parce qu'il va falloir le franchir, là, ce 24,8 térawattheures-là. Ouais. Là. Là, je sais que vous n'êtes pas expert en environnement non plus, là, mais je me demandais, tu sais, l'électricité qu'on est capable d'exporter, mettons aux États-Unis,
ça doit enlever des usines au charbon. Donc, j'imagine que ça a un effet Oui. probablement sur l'environnement, sur les GES qui sont dégagés dans l'atmosphère. Mais est-ce que vous avez une idée à peu près de ce que ça peut représenter, ce qu'on envoie aux États-Unis, à quel point ça peut aider leur environnement, exemple, dans l'État de New York ou même en Ontario, là? C'est pas évident, c'est difficile à mettre un chiffre là-dessus. Je serais pas capable de te le dire. OK, il n'y a pas de problème. C'est-tu 10%? Ouais. Il faudrait vraiment étudier les graphiques. Mais clairement que ça doit aider, là. Mais c'est sûr que ça aide. L'environnement, c'est sûr Oui. que ça doit Ouais. être positif, là. C'est sûr et certain. Hein. Que clairement que les émissions de gaz à effet de serre sont clairement liées aux Oui. usines, puis Oui. tu sais, si tu crées de l'électricité avec du charbon, ça crée clairement des émissions. Exactement. C'est à sûr effet de serre. qu'on donne un coup de pouce, ça, c'est sûr. Mhm. Puis, est-ce que le mercure qui est libéré dans les lacs et les cours d'eau représente un danger pour la santé des populations autochtones? J'aimerais ça te répondre, mais vous n'avez pas réussi à trouver. je suis pas finalement. capable, non. Ouais. Y a pas de Désolé. problème. Puis les nouveaux projets hydroélectriques en développement au Canada, est-ce qu'ils causent des dommages à l'environnement ou ils sont vraiment 99% zéro émission comme on dit, on parle souvent là, de notre électricité, mais est-ce que quand ils font des nouveaux projets, sur le coup, peut-être que ça crée des GES ou des problèmes, pas des problèmes environnementaux, mais Ben, il n'y a pas d'énergie parfaite. Hein. ouais. Tu sais, c'est sûr que les énergies hydroélectriques, c'est noble, mais il faut les harnacher, les rivières. Tu sais, il y a des poissons, il y a de la faune, etc. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand tu décides de mettre la pelle mécanique là-dedans, c'est pas parfait, là. Mais au long terme, T'sais. ça peut quand même être Mais, un bienfait. C'est un mal ouais, sur le coup. Il y a mais- toujours le revers de la médaille. Là. Ouais. C'est un peu partout dans qu'est-ce qu'on parle Ouais. depuis tantôt, là, que ce soit les éoliennes ou même peu importe là, tous les moyens, il y a toujours le revers de la médaille. Il y en a un qui est bon puis l'autre bord est mauvais. Là. puis, tu sais, on a quand même harnaché beaucoup de rivières au Ouais. Québec, tu sais. Il y a des groupes anti-rivières, là, anti-harnachage, là. OK. Tu sais, Ok. on en ferait venir là, aujourd'hui, là, puis vous verriez que le discours des centrales ne serait pas si rose que ça. Là. Positif, ouais. Tu sais, Non, là. c'est- Fait que, tu sais, je pense qu'il faut y aller avec parcimonie. Là, tu sais. On s'en rend pas compte, justement, de tout cet impact-là quand on consomme l'énergie. Tu sais, elle arrive ici dans nos locaux, les lumières sont allumées, il fait chaud, mais tu sais, elle vient de la baie James, Mm. tu sais, ou elle vient de la Côte-Nord. Ouais. Fait que je pense de sensibiliser les gens, c'est vraiment un élément important. Tu sais. Notre dernière question, c'est l'électricité produite au Québec est-elle 100% zéro émission? Ben, elle n'est pas 100%, ça, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas de gaz, tu sais, qui sort des centrales. Mais tu sais, ça dépend de toujours comment tu vois ça, mais tu sais, tu as des batteries, tu as des génératrices dans les postes, dans les centrales, tu n'as pas le choix, tu sais, tu crées quand même une certaine pollution. Là, tu sais. Tes équipements-là, à un moment donné, ils ont une durée de vie, il faut que tu fasses quelque chose avec. Il y a des camions qui viennent les transporter. Tu sais, ça ne peut pas être parfait à 100%. Mais on est, au niveau de l'énergie hydroélectrique, l'énergie la plus propre. Ben, c'était notre dernière question. Merci beaucoup, monsieur, pour vos points. Puis sûrement que ça l'a éclairé plusieurs personnes. Puis ça a été vraiment un plaisir là, d'en apprendre aussi plus, surtout sur les éoliennes. Puis peut-être finalement que, tu sais, justement, tout un revers de la médaille, puis que c'est peut-être pas tout le temps si rose que ça. Puis à long terme aussi, que peut-être que finalement, il faudrait encore plus penser là, que ce qu'on pensait, puis qu'on n'est pas si... On est bien parti, mais peut-être qu'il y a encore des ajustements à faire. Puis je pense que ça peut éveiller certaines personnes ou bien leur faire rendre compte de réduire leur consommation aussi puis de faire plus attention. Fait que je pense que votre point de vue est très intéressant. Ouais. Puis merci beaucoup. Puis, tu sais, moi, honnêtement, avant, quand on a parlé du projet, là, on était vraiment pas sûr OK. de vouloir faire ça en tant que tel. Là, tu sais, on n'avait pas vraiment d'idée. Puis là, ben, on a trouvé ça. Puis, au début, ben, tu sais, j'ai quand même eu des doutes de, tu sais, ça va-tu être vraiment intéressant? Puis, ben, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, vous avez donné vraiment votre point de vue. Puis, vous avez été 100% honnête. Puis, c'est qu'est-ce qu'on veut entendre aussi. Puis,
sais, vous êtes aussi un citoyen, fait qu'on entend aussi Oui. la vie de Nous, on paye pas de d'électricité Québécois. non là. plus, Parce que nous, on n'en paye pas, fait qu'on peut pas dire Ouais. c'est trop cher. Oui, on le sait, mais on le vit pas. Parce que si je prends ma douche pendant 45 minutes, Non, c'est ça. genre, moi, au final, je la paye pas. Là. Ouais. C'est sûr. Ben, je pense que c'est un travail de toute la communauté, là, tu sais. Les petits comme les grands, hein. Mhm. Ouais. Fait que, on a des bons défis. Puis je pense qu'il faut viser la longue shot. Puis viser la pérennité. Avec une maintenance aussi qui est non négligeable dans notre équation. Mhm. tu sais. Donc, je pense qu'on a tous les éléments clés en main là, pour produire je dirais, des solutions qui sont en lien avec le développement durable, puis l'intégration là, des nouvelles technologies, là, OK. en respect avec la nature puis l'environnement. Un gros merci, monsieur. Merci beaucoup. Ben, merci à vous autres. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.